quiconque lit attentivement ce qui se publie en France sur la guerre de libération finit par ressentir les sérieuses difficultés que rencontrent souvent de brillants auteurs et ce qui les empêche d'atteindre à l'impartialité souhaitable par les historiens rigoureux. Cela est dû au côté un peu traumatique de la guerre d'Algérie, qui a traumatisé plusieurs catégories, à commencer par les militaires qui croyaient à une victoire militaire et qui, ayant perdu sur le terrain, continuent à accabler le général de Gaulle et force est de constater qu'ils ont gagné la bataille de la mémoire, puisque depuis la fin de cette guerre, qu'on a reconnue comme telle qu'en 1999 par un vote du Parlement français, ce qui en dit long sur les lenteurs de l'opinion française à appeler les choses par leur nom, ce sont les militaires qui dominaient les écrits concernant la guerre de libération. Et ils ont gagné ce qu'on appelle la bataille des mémoires après avoir perdu sur le terrain. Ils veulent démontrer qu'ils ont gagné la guerre et que c'est le général de Gaulle qui les aurait privés de cette victoire. Et donc, beaucoup d'historiens qui n'ont pas vécu de brillants agrégés, de brillantes doctorantes, finissent par reprendre à leur compte les thèses de ces militaires qui cherchent en fait à régler des comptes dans une sorte de dernier tour éditorial. Après le cessez-le-feu, ils veulent faire valoir leur point de vue idéologique. C'est ainsi que nous avons une très brillante historienne des dérives de la justice française après le vote des pouvoirs spéciaux de mars 1956. Elle a très bien étudié ce thème, qui en fait une authentique historienne. Mais quand elle s'est lancée dans l'écriture d'un livre plus général sur les 7 ans et demi de la guerre de libération, elle a fini par emprunter les conclusions à ces militaires qui se soucient très peu d'objectivité. Et elle affirme que l'ALN aurait perdu la guerre. Or, nous savons que cette brillante historienne n'a jamais lu un seul rapport militaire du deuxième bureau, et tous les rapports du deuxième bureau prouvent le contraire, y compris après la fin du plan Châle, les deuxièmes bureaux de corps d'armée du CAC, corps d'armée de Constantine, d'Oran et d'Alger, reconnaissent que ce plan n'a pas été un succès, surtout dans la wilaya 4 et la wilaya 2. Il a eu des résultats encourageants dans la wilaya 5, entre février et avril 1959, ce qui a amené le général Châle à crier victoire un peu trop rapidement, quand il a déclaré dans Le Monde du 21 avril 1959, nous avons en vue une solution militaire au problème algérien. Il s'est fait chapitrer par l'Élysée, qui lui a recommandé de s'occuper de la suite de ces opérations dans le Oise-Nice où les réserves générales piétinaient, quand elles ont rencontré ce que le capitaine Léger a appelé les solides Katiba de la Wilaya 4, armés de MG-42 et repliés dans des bastions où les GMC de l'armée française ne pouvaient pas accéder. Mais les militaires ont continué à s'inspirer de ce cocorico un peu précoce et imprudent du général Châle, et on a de jeunes historiennes qui reprennent à leur compte parce que il y a une sorte de mépris latent de l'histoire militaire. Or, dans une guerre, il y a une armée, et la priorité dans l'étude de la guerre de libération, c'est l'étude de l'ALN qui reste insuffisamment faite, alors que nous avons des livres sur les maquis rouges, sur Laban dans les Aurès, sur l'aspirant Maillot, les petits maquis qui n'ont pas tenu la route. Mais la grande ALN attend son historien objectif.
parce qu'il y a une primauté accordée à l'histoire politique, et même des historiens algériens ont tendance à accorder moins d'importance au rôle de l'ALN. Donc on a cette toile de fond qui continue à être à l'origine d'erreurs d'appréciation de la part de gens, d'historiens très spécialisés, mais qui ont du mal à devenir les historiens de toute la guerre de libération, comme nous avons un historien brillant et biographe de Messali, mais qui peine à devenir l'historien de toute la classe politique algérienne, les ulama, Farhat Abbas. Le brillant historien de Messali a essayé de publier une biographie de Farhat Abbas, mais force est de constater qu'elle est beaucoup moins bien réussie que celle de Messali el-Hadj. Par exemple, en parlant des adjoints de Farhat Abbas, comme Ahmed Boumendjel, il nous le décrit comme étant un trotskiste, sous prétexte qu'il a rencontré au quartier latin dans les années 30 un trotskiste nommé Marceau Pivert. Or, quiconque lit attentivement les articles d'Ahmed Boumendjel dans la République algérienne s'avise qu'il cite abondamment Charles Maurras, comme son ami Ammar Naroun, qui reconnaissait avoir été maurassien dans les années 30 pour des raisons d'anticolonialisme assez longues à expliquer. Et donc on a, si vous voulez, la part d'idéologie, c'est parce que cet historien de Messali est trotskiste, il veut faire qu'il y ait un maximum de nationalistes algériens membres de la mouvance trotskiste. Or, dans le cas de Boumendjel, l'erreur est absolue, il n'a jamais été trotskiste. Nous avons aussi des résistances concernant la part de l'islam dans la genèse du mouvement nationaliste, et il suffit de se rappeler de la levée de bouclier unanime des historiens français de l'Algérie, quand Qadesh a publié, le regretté Mahfoud Qadesh, a publié ses entretiens avec le regretté aussi Ahmed Belroul, qui était en France depuis 1916 et qui lui a révélé comment ce groupe avait fait venir l'Amir Khaled après la victoire du Cardel des Gauches en 1924. Et quand Khaled a été expulsé à cause de sa deuxième conférence, qui lui a rapporté une sorte de fiche S avant la lettre, il était accusé de radicalisation. Il a laissé comme recommandation à Abdelkader Hadj Ali, à Belroul et au groupe qui était avec eux, peu nombreux, il leur a dit il faut déclarer et créer une étoile nord-africaine islamique. Il insistait sur l'adjectif islamique. Et Hadj Ali explique, et Belroul avec lui, qu'ils ont, à la dernière minute, retiré le mot islamique pour ne pas s'aliéner le soutien du Parti communiste, qui avait une ligne franchement anticolonialiste quand il dénonçait vigoureusement les campagnes contre l'émir Abdelkrim dans le Rif. Et tous les historiens ont dit on n'a pas trouvé dans les archives de surveillance de la police de la rue Lecomte cet aspect des choses, donc c'est faux. Or, la police, heureusement que la police n'était pas omnisciente, sinon le mouvement aurait été écrasé dans l'œuf. On a la même chose concernant la tenue de Abdelkader Hadj Ali, qui s'est présenté aux élections législatives de mai 1924, où il a fait campagne à Aubervilliers, habillé d'un burnous et d'une chachia rouge, que Ali el-Hammami a appelé la distinctive. Il lui a dit il faut maintenir cet attachement vestimentaire à notre identité, quelle que soit notre adhésion à la modernité par ailleurs dont nous avons besoin. Or, nous avons des historiens idéologues qui, pour avoir vu une seule photo de Abdelkader Hadj Ali en smoking dans une réception, nient qu'il ait jamais porté le burnous et la chachia rouge. Alors que dans sa nécrologie, publiée en 1949 par Ali el-Hammami à partir du Caire, Ali el-Hammami insiste sur cet aspect des choses et cette recommandation de l'émir Khaled
de s'attacher aux signes les plus variés de l'appartenance identitaire. Et nous avons d'autres exemples dans les plus saillantes des controverses concernant l'histoire de l'Algérie, qui prouvent la part d'idéologie et une sorte de dogmatisme. Le premier cas, c'est la polémique qui a opposé un grand professeur très estimable, devenu anticolonialiste après la Deuxième Guerre mondiale, Charles-André Julien, qui a réagi avec une brutalité sans précédent au livre de Michel Labarre, publié aux éditions de Minuit en novembre 1960 et intitulé « Histoire d'un parjure ». Et grâce à la complicité du journal Le Monde, dont Charles-André Julien connaissait une partie de la rédaction, notamment le rédacteur en chef de l'époque, Robert Gauthier, Charles-André Julien publie en première page une attaque vraiment très dure contre le livre de Charles-André Julien, de Michel Labarre, pardon, Histoire d'un parjure, aux éditions de Minuit. Michel Labarre fait partie des jeunes Français de l'époque qui suivaient les événements depuis l'envoi du contingent en Algérie par Guy Mollet, le rappel de ceux qui avaient fait leur service militaire, l'expédition de Suez, l'arraisonnement de l'avion de Bembella et de ses compagnons. Tout ça a choqué les Français qui se voulaient vraiment démocrates et algéro-justes et arabo-justes. Donc Michel Labarre fait partie de ces gens-là qui s'est mis au travail aux archives à la Bibliothèque nationale et il publie un livre plein de révélations. Et la principale révélation, c'est le miroir de Si Hamdan Khoja, de Mir'atul Jazair, selon le titre arabe, d'où il extrait des données démographiques, parce que Si Hamdan Khoja évaluait à 10 millions la population algérienne en 1830. Et Charles-André Julien réagit en contestant l'historicité même de Si Hamdan, du miroir de Si Hamdan. Et il se réfère à son élève et assistant Charles-Robert Ageran, qui est la droiture même. Il venait de rentrer d'Algérie, où il avait passé 10 ans, de 1947 à 1957, où il a préparé sa thèse monumentale, qui reste vraiment un livre de référence. Et Charles-André Julien cite Robert Ageran, qui supposait à l'époque que le véritable auteur du miroir, c'était Desjaubert, qui était opposé à une catégorie de colons. Et pour prendre sa revanche, il aurait servi de plume à Si Hamdan Khoja. Et Michel Labarre était attaqué en lui reprochant de ne pas être un historien. Donc on avait l'air de lui dire « De quoi je me mêle? Vous n'êtes pas historien, vous laissez l'histoire aux historiens. » Et donc quiconque est autodidacte et s'instruit tout seul, on lui interdit de s'exprimer sur un sujet qui préoccupait la totalité de l'opinion française. Donc il y avait ce travers de l'homo academicus, comme dit Bourdieu, qui consiste à vouloir monopoliser le sujet et à introduire des barrières, les mathématiques aux mathématiciens, l'histoire de l'Algérie aux spécialistes des affaires indigènes, comme Charles-André Julien continue à dire de Charles-Robert Ageran en disant « meilleur spécialiste des questions indigènes ». Donc la terminologie elle-même, à 1 an et demi de cessez-le-feu, était déjà retardataire, n'est-ce pas? Et Michel Labarre a été vraiment secoué par cette charge vraiment méchante. Et il a rédigé une réponse en 14 points, avec une argumentation, avec des sources dont une bonne partie était ignorée du grand Charles-André Julien. Et Robert Gauthier refuse de publier l'argumentaire de Michel Labarre, en lui disant le grand historien de la Sorbonne, spécialiste de la décolonisation et de la colonisation, Charles-André Julien a conclu le débat et il n'appartient pas
un essayiste comme vous de lui répondre. Et nous disposons d'un copieux dossier dans les archives de Robert Gauthier et de Hubert Beuve-Méry, le directeur du Monde, où on trouve un paquet de lettres que le Monde a refusé de publier pour que le dernier mot, le jugement dernier, soit réservé à Charles-André Julien. Or, Charles-André Julien faisait l'objet de l'admiration des nationalistes, malgré quelques critiques, comme celle de Sahli et de Malik Ben Nabi, après la publication de son livre, en 1952, L'Afrique du Nord en marche, où il a exprimé sa conversion définitive à l'anticolonialisme. Mais il n'avait pas été tout le temps anticolonialiste. La preuve, c'est qu'il a obtenu un poste que lui a offert son ami Léon Blum après la victoire du Front populaire en 1936. Il a été nommé à la tête du Haut Comité de la Méditerranée, qui a pris le relais de la Commission interministérielle des affaires musulmanes qui existait depuis 1909-1910. Or, le Front populaire, par laïcisme, voulait supprimer tout ce qui est islam et musulman. Donc, on se réclame de la géographie de la Méditerranée. Et nous avons au moins 2 rapports qui montrent que Charles-André Julien était encore colonialiste. Un rapport sur ce qu'on appelait l'AOF, l'Afrique occidentale française, où il décrit le paysage politico-religieux en insistant sur les confréries maraboutiques qui étaient les relais des gouverneurs généraux, qui ont été récupérés par la politique coloniale. Et malgré son côté laïque, il dit qu'il faut aider ces confréries, parce que ça sert les intérêts de la France coloniale. Et puis il consacre un tout petit chapitre à une petite élite moderniste, francophone, laïcisée. Il dit elle ne représente rien, et il a tendance à la mépriser, il dit il ne faut pas l'aider. Alors qu'idéologiquement, il est plus proche de cette élite francisée que les pouvoirs coloniaux, malgré les déficits de scolarisation, ont pu produire. Et il met en avant les intérêts coloniaux que servent les confréries dociles beaucoup plus que les élites qui ont lu le droit français, qui réclament quelques droits. Et il a fait preuve de mépris dans son rapport inédit. Il a rendu un autre rapport quand Albert Sarraut, président du Conseil, lui a demandé son avis sur les nadis des ulama, qui n'arrêtaient pas de se multiplier en 1937, sous l'égide de Cheikh El-Fodil Al-Wartilani. Et ces nadis enseignaient notamment l'arabe, avec le français, alors que les écoles des ulama en Algérie n'enseignaient que l'arabe classique. Il y avait un bilinguisme, pour des raisons sans doute tactiques, et c'est l'enseignement de l'arabe qui posait problème au gouvernement français. Un rapport d'une quinzaine de pages signé Charles-André Julien dit « Les immigrés sont d'origine kabyle et n'ont pas besoin d'apprendre l'arabe classique quand ils sont en France. Et il ne faut surtout pas les encourager à apprendre l'arabe. » Donc il voulait les éloigner et même les désislamiser. Ensuite, il pratique une sorte de stratégie du soupçon à l'encontre des ulama. Il dit que les ulama doivent avoir des dessins dissimulés et prennent l'enseignement de l'arabe classique comme prétexte pour d'autres dessins à caractère politique. Et il était sur la même ligne qu'Augustin Berg, qui a publié un rapport de 330 pages sur les ulama en 1932, où il considérait les ulama comme la formation la plus dangereuse pour le devenir de la présence française en Algérie, à cause de ce qu'il appelait le nationalisme linguistique, l'islam rénové qui lutte contre les innovations blâmables, qui conduit à combattre les confréries récupérées par la colonisation, pas toutes, heureusement, mais certaines ont accepté de jouer le jeu provisoirement avec la colonisation, et l'islam réformé a commencé par les combattre. Étant entendu que combattre les serviteurs du colonialisme est une manière de combattre le colonialisme lui-même. Et donc Charles-André Julien recommande
il était à deux doigts d'interdire ses cours d'arabe qui étaient à Clichy, à Saint-Denis, à la rue Bisson, à Belleville, à Choisy-le-Roi, là où il y avait une forte communauté de travailleurs algériens. Il dit on n'interdit pas ces cours, mais il faut les mettre sous l'égide de la police spéciale de la rue Lecomte, créée en 1925 par le cartel des gauches pour surveiller les immigrés. La rue Lecomte, c'est la petite rue du 17e arrondissement où était domicilié ce service qui avait plusieurs dizaines d'employés, dont les 2 tiers étaient des policiers. Donc il abritait et dissimulait le policier, qui était l'activité principale de ce service, derrière quelques activités à caractère social. Les immigrés l'appelaient le bureau arabe. Et donc Charles-André Julien, il vient de là. Et malgré donc son engagement anticolonialiste, sa réaction au livre de Michel Labarre montre qu'il y avait des séquelles de son passé de social-démocrate qui n'était pas très fermement engagé contre le colonialisme pour des raisons de carrière. Son ami Léon Blum lui a obtenu ce poste très prestigieux et il en avait la nostalgie jusqu'en 1953-54, quand il a publié un article pour recommander la création d'un secrétariat d'État aux affaires musulmanes. Il y avait un secrétariat d'État aux affaires nord-africaines et dans une note du préfet Chérif Mechri, qui était secrétaire général du Conseil de l'Union française, basé à l'Élysée de 1947 à 1959, dans une note au président René Coty, Mechri explique que Charles-André Julien a la nostalgie des postes créés par le Front populaire à son intention et il voudrait que la 4e République le mette à la tête d'un secrétariat d'État, sans doute parce qu'il s'ennuyait à la Sorbonne ou la recherche sur les colonies piétinait et négligeait toutes sortes de documents d'archives. Et il reproche durement à Michel Labarre d'avoir exhumé ces pièces d'archives oubliées par la recherche officielle et universitaire. Michel Labarre révèle aussi que le débarquement de Sidi Ferruch avait été précédé un an auparavant par des proclamations envoyées à Constantine, à Oran et aux notables d'Alger pour leur dire que la France viendrait seulement les libérer de la domination ottomane et qu'elle les laisserait proclamer un État algérien indépendant, que la France promettait de protéger. Et c'est Hamdan, en fait, a écrit son livre en 1833, Mir'atul Jazair, le miroir, quand il a vu que la France a commis un parjure et a oublié les promesses auxquelles il avait cru naïvement, puisque Hamdan fait partie, avec Boudarba et quelques autres notables, qui ont imposé la Convention de Bourmont au Dey Hussein qui n'en voulait pas. Ils l'ont convaincu de signer parce qu'ils étaient à peu près certains que la France allait évacuer l'Algérie quand eux auraient proclamé un État algérien. Mais par la suite, Clausel arrive, il trouve de très belles terres au sud de Berkhadem, il se met à confisquer les biens habous et c'est le départ de la colonisation à la fois brutale et qui dépossède les Algériens de tout, y compris de leur identité. Et donc, Hamdan Khoja dénonce ce premier parjure. Il utilise Michel Labarre, après avoir cité abondamment Hamdan, il dit beaucoup de bien de lui, en supposant qu'il aurait pu être le chef d'un État algérien indépendant. Il avait toutes les qualités. Mais il multiplie l'usage du mot génocide, qui est un gros mot pour les historiens français très patriotes, qui gardent un certain patriotisme qui leur indique la ligne à ne pas franchir quand il s'agit de
passer de l'historicisation à la qualification des crimes coloniaux. Donc le mégénocide est rejeté de manière dogmatique à l'avance, avant étude, quoi. Or, Michel Abar insiste sur le massacre de la tribu des Aoufiya, donc à la sortie d'Alger, après Maison Carrée, une tribu qui a été massacrée. Et je crois qu'il y a eu très peu de survivants. On a pris les boucles d'oreilles en or des femmes assassinées pour les vendre au marché de la rue de Bab Azoun, avec les boucles d'oreilles qui étaient attachées à un morceau d'oreille. C'est vraiment des méthodes très barbares. Il dit que c'est un génocide. Et il dit nous avons commis par la suite beaucoup d'autres génocides. Et il utilise la démographie pour dire que le recensement, l'un des premiers recensements du début des années 70, a trouvé moins de 2 millions d'Algériens. Or, selon Hamden, il y aurait eu 10 millions. Il a dit où sont passés les 8 millions, alors que la natalité n'a pas baissé. Donc, il en déduit que les génocides successifs auraient été à l'origine de cette chute très brutale du nombre d'habitants. Alors, dans le dossier copieux, donc dans les archives de Robert Gauthier, nous avons beaucoup de lettres qui ont été censurées aussi, notamment celle de Xavier Iacono, qui était meilleur démographe que Charles-André Julien. Et Iacono, dans ses études, dit on peut accepter le chiffre de 4 millions, le nombre d'Algériens en 1830. Donc même si on retient ce chiffre, quand il y a une chute de 4 à 2 millions, moins de 2 millions, ça pose un problème. Ça donne raison à l'interrogation de Michel Abar, même si on ne retient pas le chiffre des 10 millions. Et il y a un autre qui a cité une lettre du premier archevêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, qui a écrit à Rome, au Saint-Père, pour lui demander de l'aide et l'envoi de missionnaires pour convertir la moitié de la population indigène, soit plus de 4 millions. Donc, Monseigneur Dupuche estimait à 8 millions le nombre d'habitants de l'Algérie. Donc, ce n'est pas très loin du chiffre de Hamdan. Et Charles-André Julien insiste en disant à Michel Abar qu'il n'était pas démographe, Charles-André Julien non plus. Et la polémique enfle et s'élargit dans le temps et dans l'espace parce que Michel Abar compare avec l'expulsion des Morisques. Les Morisques, ce sont les musulmans d'Espagne tolérés par l'Inquisition espagnole, les musulmans espagnols qui ont été chassés par Philippe III à partir de 1609, et certains d'entre eux ont été noyés en haute mer, alors qu'on leur promettait Tanger ou Septame, Lilia ou Oran. Or, Charles-André Julien nie catégoriquement ces noyades, dont on a la preuve maintenant, notamment dans le livre de Rodrigo de Zayas, qui a récupéré les archives achetées à Londres sur l'expulsion des Morisques. Et il y avait un jeune prof d'histoire à l'université de Lille qui était encore assistant en 1961, qui s'appelait Vidal-Naquet, Pierre Vidal-Naquet, qui après fait cause pour Michel Abar, mais Le Monde a censuré ses articles. Il était obligé d'aller à Tunis et les publier dans Afrique Action, que dirigeait Bachir Beni Ahmed, c'est-à-dire l'ancêtre de Jeune Afrique Actuelle. Et donc, peu connu, n'étant pas un mandarin, Vidal-Naquet était aussi méprisé que Michel Abar par la rédaction du Monde, qui ne reconnaissait que les institutionnels. Et puis, sans parler de l'amitié qui reliait Robert Gauthier à Charles-André Julien. Donc, dans cette polémique, il ne faut pas négliger la part du copinage, qui donne l'impression au Monde d'être rigoureux, etc. Mais la rédaction du Monde était aussi indisposée que Charles-André Julien par les terminologies de Michel Abar, notamment l'usage du mot génocide,
Et beaucoup de rédacteurs du Monde à l'époque mettaient nation algérienne entre guillemets, gouvernement GPRA entre guillemets, armée algérienne entre guillemets. Il n'était pas encore acquis à l'idée d'un peuple et d'une nation algérienne. Surtout qu'il y a encore quelque chose de stupéfiant concernant la rédaction du Monde, qui recevait un courrier abondant sur l'Algérie, notamment de la part d'intellectuels et d'étudiants algériens. On trouve une bonne partie de ces courriers des lecteurs adressés au Monde, où un étudiant de Poitiers dit « Je vous prie de ne pas publier mon nom si vous publiez ma lettre, parce que les paras ont perquisitionné chez mes parents à la Casbah au vu de ma présence à un meeting de Mondouz, etc. » Alors, malgré toutes ces précautions et ces demandes des étudiants algériens, la rédaction du Monde, une partie du moins, a trouvé le moyen de fournir pas moins de 104 lettres à Lenoir, qui était le conseiller politique de Robert Lacoste, donc quelqu'un de très proche de la police, qui finira patron des renseignements généraux. Et ce genre de document lui était précieux parce que ça permettait de bien rédiger la rubrique état d'esprit ou le renseignement psychologique dans les rapports périodiques de renseignement. Et parmi ces lettres, on trouve les projets d'articles de Mohamed Harkoun, le regretté Harkoun, qui venait d'avoir l'agrégation et qui envoyait des livres opinions très bien sentis, mais qui étaient censurés dans le Monde. Il ne l'a jamais publié parce que sans doute il s'appelait Mohamed. Mais la question qui se pose du point de vue déontologique, comment le Monde transmettait à la police d'Alger le courrier des lecteurs qui devrait rester confidentiel à la police d'Alger, aux militaires d'Alger. On peut supposer que les envoyés spéciaux du Monde à Alger, comme Jean Lacouture, comme Herman, comme Jacob, voulaient faire une sorte de troc avec les militaires pour qu'on leur réserve les scoops à eux, au lieu que ce soit le Figaro. En échange, ils les renseignaient sur l'état d'esprit des Algériens, et c'est tout à fait dommageable pour un journal aussi prestigieux que Le Monde, que les Algériens respectaient pour ses prises de position. Et donc l'essentiel de la réaction de Charles-André Julien dans cet épisode malheureux, c'était la négation de l'authenticité du miroir de Sey Hamdan. Mais Charles-André Julien publiera 2 ans plus tard, 2 ans et demi au maximum, 1964, son grand livre sur l'histoire de l'Algérie contemporaine qui porte sur la conquête jusqu'en 1871. Et dans les passages et les chapitres concernant le début de la conquête, sa principale source, citée plus abondamment que les autres, c'est précisément le miroir de Sey Hamdan Khoja, dont il venait de nier l'existence pour les lecteurs du Monde. Et là, il a découvert qu'il a été un peu trop subjectif, trop idéologue. Et il a fini par admettre l'authenticité du miroir. Et c'est quand même, pour l'image d'un grand historien aussi estimable que lui, c'est quand même une faiblesse qui va au-delà des travers habituels de l'homo academicus, qui défend son précaré et veut interdire aux profanes, aux essayistes, de se mêler de ce qui, d'après lui, ne le regarde pas, mais la guerre d'Algérie regardait tous les Français, puisqu'il y avait des morts, il y avait des blessés, il y avait des gens choqués, des malades mentaux parmi les appelés, etc. Et pour avoir été cité dans l'article très violent de Charles-André Julien contre Michel Abar, Charles-Robert Ageron s'est démarqué de lui, de son maître, en juin 1962, quand il a publié un grand article dans Le Monde qui va dans le sens de Michel Abar, puisqu'il a publié des lettres
de notables d'Alger au général Lafayette. Ils lui ont demandé de venir à leur secours. Donc ça confirme ce que Charles-André Julien a nié brutalement, comme Méphisto, celui qui nie, sans aucune argumentation, uniquement parce que lui ne le savait pas, il dit que ça n'existe pas. Or, Michel Labarre a travaillé aux archives, il aurait pu soutenir une thèse, il aurait été critiqué par des membres du jury comme Charles-André Julien, mais il lui reproche d'avoir été directement aux éditions de Minuit, qui étaient très, très engagés dans le combat pour l'indépendance algérienne. Et donc, Charles-Robert Ageran confirme l'existence des lettres envoyées aux notables d'Alger pour leur promettre le soutien d'un État algérien indépendant par la France après les avoir débarrassés des Turcs. Donc Ageran, qui était la droiture même, était un très bon chrétien. Il s'est débarrassé donc de ce reproche qui lui était fait de laisser Charles-André Julien utiliser son nom dans un article très peu scientifique et plus idéologique qu'historique. Mais Le Monde acceptait ça. Nous avons un autre épisode, beaucoup plus proche de nous, de controverse sur la guerre d'Algérie, où c'est beaucoup plus effarant que cette négation, cette réaction de déni, suivie de l'acceptation de l'authenticité du miroir, après avoir nié son authenticité. C'est l'affaire Aussaresses qu'il faut contextualiser en remontant au discours prononcé au dîner du CRIF par le Premier ministre de la cohabitation, la deuxième cohabitation, ou troisième plutôt, Lionel Jospin, Premier ministre de Jacques Chirac, qui était déjà un candidat quasi déclaré à l'élection présidentielle de 2002. Et il a jugé bon d'aller au dîner du CRIF pour reconnaître les torts de la France en matière de pratique de la torture. Beaucoup d'observateurs ont interprété ça comme un appel du pied à la gauche morale dont le futur candidat d'avril 2002 convoitait les voix en faisant preuve de courage après avoir fait voter une phrase par le Parlement français où il est reconnu qu'il y a eu une guerre en Algérie, non pas seulement opération de maintien de l'ordre. Ce qui a fait dire à beaucoup, qui ont paraphrasé le général de Gaulle en 1945, après l'acceptation de Roosevelt d'appeler les Français libres Free French, alors qu'il les appelait the so-called Free French, les soi-disant Français libres, de Gaulle a dit la France se réjouit de voir l'Amérique appeler les choses par leur nom. Et les Algériens sont réjouis de voir Lionel Jospin appeler la guerre d'Algérie par son nom, alors que ses ancêtres socialistes l'appelaient maintien de l'ordre, à commencer par Mitterrand et Guy Mollet. Mais Jacques Chirac, qui préparait sa réélection, a jeté une peau de banane sous les pieds de son Premier ministre, Lionel Jospin. On lui prête un rôle actif dans l'accélération de la rédaction du livre d'Aussaresses, Services spéciaux, dont la principale révélation concernait l'existence du juge Bérard, qui était le trait d'union entre le garde des Sceaux du gouvernement Guy Mollet, qui s'appelait François Mitterrand, et l'état-major des militaires d'Alger. Il était le trait d'union pour gérer les pouvoirs spéciaux signés par François Mitterrand le 16 mars 1956, qui donne tous les pouvoirs aux militaires. Et Aussaresses révèle que l'élimination de Ben Mehdi avait reçu le feu vert de Mitterrand, qui avait été informé par le juge Bérard. Le juge Bérard, dont un rédacteur du Monde, a nié l'historicité, exactement comme Charles-André Julien au sujet du miroir de Sehandan. Or, ce rédacteur était un brillant commentateur de l'actualité concernant les immigrés,
Et Le Monde a eu la malencontreuse idée de lui confier de ce dossier concernant la guerre de libération, supposé être un sujet voisin, mais beaucoup plus délicat que le dossier des immigrés, qu'il connaissait très bien par ses relais de trotskistes, parce que c'est quelqu'un qui venait de l'OCI, donc le parti de Lambert, les trotskistes, et il fait partie des gens qui ont trahi Lambert pour rallier le courant A du Parti socialiste, après une longue négociation avec François Mitterrand lui-même, qu'ils appelaient le Vieux. Et le Vieux leur a recommandé de rallier le sous-courant Jospin contre le sous-courant Fabius. Et donc, étant redevable à Mitterrand, ce rédacteur trotskiste du Monde, pour défendre la mémoire de François Mitterrand, a commencé par nier tout simplement l'existence du juge Bérard. Alors qu'un colloque organisé à Alger, à la même période, où j'ai été co-organisateur, très modestement, nous avions la salle remplie par les anciens détenus arrêtés pendant la bataille d'Alger, anciens de la zone autonome. Et ils levaient le doigt de la salle pour prendre la parole, et chacun d'entre eux commençait par révéler qu'il avait été interrogé par le juge Bérard. Donc à Alger, le juge Bérard était connu comme le loup blanc. Et les historiens savent que c'est lui qui a interrogé Sisi Salah en 1953, quand Sisi Salah était secrétaire de la mairie d'Iril Moula, a été arrêté pour usage de tampons municipaux au profit du MTLD. C'est Bérard, qui était le fils d'un pied noir de Lodi, agriculteur de la région de Lodi, à côté de Médéa. Et il était connu, mais ce trotskiste, dans le grand journal Le Monde, réagit spontanément en disant « il n'existe pas ». Donc c'est une accusation beaucoup plus grave que celle proférée par Charles-André Julien à l'encontre de Michel Abar. Or, trouvant ça un peu gros, la garde des Sceaux de l'époque, donc qui a succédé à Mitterrand quelques générations près, Marie-Lise Lebranchu, publie un communiqué dans le même journal Le Monde en disant « Notre archiviste a vérifié que le juge Bérard a bel et bien existé, mais il a été sanctionné par le garde des Sceaux de l'époque. » C'est tout. Et le lecteur du Monde, jusqu'à aujourd'hui, croit encore que le garde des Sceaux de Guy Mollet aurait sanctionné le juge Bérard à cause de l'élimination de Ben Mehdi. En fait, le juge Bérard avait été chargé de l'instruction de l'affaire du bazooka de janvier 1957, quand des ultras ont essayé de tuer le général Salan. Ils ont tiré sur la place Bugeaud, où il y avait son bureau, et ils ont tué le commandant Rodier et son adjoint. Et Salan a eu la vie sauve parce qu'il était dans le bureau de Lacoste au GG, le gouvernement général. Or, Mitterrand avait une grande sympathie pour Salan, qu'il révélera au moment du procès Salan en 1962, quand il a été témoigné en faveur de Salan comme chef de l'OAS. Il a sanctionné Bérard parce qu'il ferait des cas de fer l'instruction concernant l'affaire du bazooka, et non pas pour Ben Mehdi. Et parce que le juge Bérard était assez proche des ultras qui ont essayé de tuer Salan et qui créeront par la suite l'OAS. Donc voilà un journal de référence qui avait l'estime des nationalistes algériens. Ahmed Taleb a dit que dans le Monde leur était d'une grande utilité quand ils étaient à la santé, parce qu'ils sortaient des sentiers battus, ils essayaient d'être objectifs. Ce même journal nie deux fois l'évidence, l'historicité du miroir et l'historicité du juge Bérard. Et le chroniqueur trotskiste, quand il nie l'existence du juge Bérard, il dit « Selon les historiens de l'Algérie, le juge Bérard n'aurait jamais existé. » On peut deviner l'identité des historiens de l'Algérie qu'un trotskiste du Monde consulte sur ces affaires. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. C'est quelqu'un qui était encore dans la mouvance de la
Mitterrandi, qui a rapporté beaucoup d'avantages et qui, consulté au téléphone par ce plumitif, ignorant sur le plan historique, lui a dit « le juge Perra n'a jamais existé ». Donc là, on a une attitude de cet historien qui sait que le juge Bérard a existé, mais par solidarité avec les mitterrandistes qui voulaient sauvegarder la mémoire de Mitterrand pour ne pas qu'elle ne soit pas salie par des révélations. Voilà un grand historien, très objectif, très érudit, très compétent, qui réagit exactement comme Charles-André Julien en 1961. Donc voilà, à 30 ans de différence, 40 ans même, on a des réactions similaires au nom de l'idéologie pour empêcher la vérité historique d'être établie. Nous savons que la première victime des guerres, c'est la vérité. Heureusement que cet historien se détachera donc du système mitterrandien et des trotskistes ralliés au mitterrandisme. Après avoir trahi Lambert, il se démarquera en révélant que Mitterrand a refusé la grâce de plusieurs dizaines de condamnés à mort algériens, dont beaucoup étaient des innocents. Et donc, mieux vaut tard que jamais, ce historien, ce livre honore cet historien qui, non pas par idéologie, mais par copinage et par reconnaissance pour les avantages consentis par les Mitterrandiens en échange de ce ralliement de plusieurs centaines de trotskistes au courant A du Parti socialiste, ça l'honore de s'être détaché donc de ce milieu hostile à la vérité historique. Donc nous avons ces deux exemples de déni, de réaction à la Méphisto. C'est celui qui nie. Donc déni pour des raisons plus idéologiques, historiques. Nous avons une autre forme de révisionnisme qui revient assez régulièrement, c'est l'évaluation du nombre de shuhada. Celui qui a commencé donc cette révision, c'est quelqu'un de très respectable puisqu'il a soutenu l'indépendance de l'Algérie. Quand il était à l'Express, c'est Jean Daniel, et une fois directeur du Nouvel Observateur, il revenait régulièrement sur le chiffre des shuhada en disant qu'il n'y aurait eu que 224 000 morts. Et ce faisant, il reprenait un chiffre révélé par le général de Gaulle après le cessez-le-feu de mars 62 à Raymond Tournoux. Le général, en lisant une fiche, il lui a dit « Nous leur avons tué 224 000 Djundis portant un treillis et portant une arme. » Donc, c'est les tués de l'ALN. Or, nous savons, d'après les chiffres de l'ALN elle-même, qui faisait des bilans réguliers, que le nombre de civils tués par l'armée française à chaque fois qu'elle était battue par les va-nu-pieds de l'ALN était entre 4 fois et 5 fois supérieur à celui des Jounoud, qui savaient les zones de repli, qui savaient se défendre les armes à la main, mais les civils étaient massacrés. Leur nombre était 4 fois plus, ou 5 fois plus. Donc, 224 000 multiplié par 4 ou 5, ça fait le million, voire le million et demi, si on compte les civils. Et nous savons que cette histoire quantitative est très malaisée. Il en se réfère aux révélations de l'excellent Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui, après avoir été sous les ordres de Argou, au poste de Khadra, à l'est de Rivet, il raconte toutes sortes d'opérations qui permettent de déduire qu'il y a un nombre élevé de tués qui n'ont jamais été recensés. Par exemple, quand on soupçonne l'ALN d'être abrité dans une forêt, on faisait venir une trentaine ou une quarantaine de chars et ils orientaient l'angle de leur tir selon l'estimation concernant la localisation du PC de l'ALN et ils tiraient toute la journée des obus vers ce PC présumé.
Donc ça fait des morts parmi les bergers, parmi les femmes qui venaient ramasser du bois pour faire du pain et qui ne sont jamais répertoriés. On a aussi des cas de prévenus qui décèdent sous la torture et qu'on jette dans un douar le soir en déclarant leur évasion. Et la torture a commencé à faire des morts dès le 7 novembre 1954, quand le militant venu du Caire, Qassem Zeddour, a été arrêté par la DST. Il a tué sous la torture et a déclaré la fuite, jusqu'à ce que le corps soit rejeté par la mer un mois après. Et c'est le commissaire Charles Secaldi-Reynaud qui viendra en aide à la famille, qui a porté plainte et a demandé une enquête là-dessus. Et l'enquête a été étouffée par François Mitterrand lui-même, revenu au pouvoir comme garde des Sceaux. Et une jeune historienne très brillante qui a étudié la torture fait croire que cette pratique n'aurait commencé que durant la bataille d'Alger par les régiments de Para, alors qu'elle a commencé dès la première semaine de la guerre de libération. Elle est au courant du rôle de Secaldi, mais elle ne le cite pas. Elle ne le cite pas parce qu'il est passé du côté des gaullistes. Il a dit qu'il a changé d'avis de bord politique pour ne pas changer sur l'Algérie. Il a condamné la torture auprès de son camarade Guy Mollet, mais quand il n'a pas été écouté, il est passé du côté du gaullisme, mais il est puni par cette historienne qui veut amadouer la gauche. Elle ne veut pas citer un héros qui a condamné la torture uniquement parce qu'il est passé, il a quitté la SFIO. Voilà donc des exemples qui montrent que l'idéologie et les considérations politiciennes pèsent encore de tout leur poids dans l'écriture de l'histoire de la guerre de libération. Et c'est le devoir des jeunes historiens algériens de rattraper donc ce retard en faisant une histoire impartiale, même si c'est dangereux pour la bonne conscience coloniale, étant entendu que beaucoup d'historiens qui se veulent objectifs ne veulent pas déranger la bonne conscience française concernant l'Algérie. Voilà, à une autre émission sur un thème qui mérite de plus long développement.